commettre une erreur dans le cadre de son travail en pharmacie. C'est toute une aventure, c'est bouleversant, personne ne veut ça. Une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait? Je m'appelle Carmina Magagna-Lima, je suis directrice des réclamations et de la souscription au FARPOC et je vais vous accompagner au cours des 4 prochains épisodes de ce balado qui va consister à explorer différents aspects de ce que c'est vivre une erreur en pharmacie. Dans cet épisode, nous désirons aborder la question du stress et de la fatigue vécue dans la profession de pharmacien au Québec. Au FARPOC, nous recevons des déclarations d'assurés, soit les membres du tableau de l'ordre, qui nous rapportent une erreur qui souvent vient d'être constatée. La personne qui nous appelle, surtout s'il s'agit du même professionnel qui a fait le service en question, est normalement bouleversée et vit une grande culpabilité. Il n'est pas rare que nous entendions des remises en question sur le choix de carrière. L'erreur est humaine et elle est inévitable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'assurance responsabilité professionnelle existe, mais lorsque le travail quotidien s'opère dans un environnement où les conséquences de ces erreurs peuvent avoir des impacts importants sur la santé des gens, il semble facile de tomber dans le perfectionnisme et donc à vivre une anxiété plus importante au jour le jour. C'est dans ce contexte que nous avons invité Luc Brunet, qui est professeur titulaire en psychologie du travail et des organisations à l'UDM. Il a accepté de partager avec nous un peu de son savoir afin de nous guider vers les bons outils et les bonnes ressources afin de prendre contrôle sur l'anxiété et éviter ses impacts nocifs sur l'exécution de notre travail. Alors, Monsieur Brunet, la première chose que je vais faire, c'est vous demander peut-être de nous parler un peu de vous brièvement pour qu'on comprenne donc votre bagage et comment donc vous pouvez nous enseigner sur le sujet. Je suis professeur d'université, l'Université de Montréal, donc maintenant professeur honoraire. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce domaine-là. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Anne Sellier, le découvreur du stress, et qui disait déjà à la fin des années 70 que les gens n'avaient retenu que le côté négatif de cette théorie. Puis, ce qui m'a amené avec mon équipe de recherche aussi à retravailler là-dessus sur les premiers propos de Anne Sellier sur le stress, en parlant évidemment de santé psychologique. Parce que tout le monde vit du stress dans son travail. Et à l'époque, il disait, dans la notion de stress, c'est la tension vécue par les individus. Donc, peu importe dans le milieu, peu importe l'activité. Et cette tension-là peut conduire à la détresse, ce qui est généralement l'élément qui est étudié, et aussi à l'eustress. Ça, c'est le stress bénéfique. On vit toujours du stress, on a du stress qui est bénéfique aussi. Parce que si on n'avait pas ça, on ne serait pas capable de passer à travers la moindre petite difficulté de notre vie. Alors, on a besoin d'avoir du stress. Mais c'est à partir du moment où on n'a plus de moyens de réagir à un surplus de tension que là, ça commence à bien mener. Alors, de nos jours, on va parler de 2 aspects importants, le bien-être au travail et la détresse. Et ce sont 2 éléments qui fonctionnent ensemble. On peut subir beaucoup de bien-être, on va beaucoup de bien-être au travail, bien aimer ça, subir peu de détresse, peu d'éléments pour lesquels on n'est pas capable si vous voulez, de travailler, d'accomplir. On peut avoir beaucoup de bien-être et beaucoup de détresse aussi. On a observé dans nos recherches qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est comme conduire un pied sur l'accélérateur, l'autre sur le frein. Et on peut n'avoir aucun bien-être au travail. On n'aime pas ça. C'est auto, boulot, dodo. Et on peut aussi ne sentir aucune détresse. Et il y a des gens qui n'ont aucun aspect positif, aucun aspect négatif. On a découvert dans nos recherches, il y avait à peu près 4% des gens qui, en fait, ils faisaient une présence au travail, c'est tout. Puis dans leur vie, c'est comme ça. Il n'y a pas de détresse, pas de bien-être. Mais c'est ce qu'on a appelé l'aliénation. Vieux concept qui revient maintenant à la mode, l'aliénation. Des gens qui n'ont perdu le feu sacré et que plus rien ne dérange. Et malheureusement, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a beaucoup trop de psychopathes. Beaucoup de gens qui n'ont très peu de connaissances psychologiques, qui vont écrire des recettes de gâteaux, j'appelle, pour vaincre le stress. Ce qui est fantastique, c'est qu'on va parler du stress négatif, mais jamais du stress positif. Mais il y en a du stress positif. Alors, c'est la capacité, donc, de s'adapter aux problèmes, d'avoir les ressources qu'il faut pour répondre aux problèmes. Donc, j'entends que le stress, c'est quelque chose qui va être vécu de toute façon, donc positif ou négatif. Et là, ce qu'on va se demander, c'est quand est-ce qu'il devient effectivement négatif? Quand est-ce que cette détresse dont vous avez parlé nécessite qu'on se
pose une question, donc on se dit il y a une action à poser. Je reviens, je vais juste reposer peut-être ma question avec des bases plus précises dans notre contexte. Dans le quotidien d'un professionnel de la pharmacie, il y a la notion où, comme un médecin, il peut y avoir un impact important dans nos actions. Si une erreur survient dans le cadre de notre travail, il y a cette notion donc que l'impact sur le patient peut être très élevé. Dans un contexte comme ça, le stress positif, comme vous le mentionnez, et le stress négatif sont nécessairement présents. Ouais. Comment on fait pour bien doser, si on veut, ou bien reconnaître les signes, quand est-ce qu'on doit poser des questions et réagir en tant que professionnel? Quand est-ce que ça va venir finalement peut-être handicaper notre travail? Quand on parle de l'erreur, ce qui est important, c'est de la reconnaître. Et de la reconnaître et en tout cas, pour que l'individu, au moins, puisse être soulagé, ne pas avoir ce fardeau sur les épaules, commettre une erreur puis la cacher, il y a rien de pire aussi, parce qu'on sait que ça va rebondir de quelque part. Alors donc, c'est la reconnaître, utiliser ce qu'on peut pour la corriger, nous faire appel aussi à d'autres professionnels peut-être pour la corriger. Mais il y a une chose qu'il faut regarder là-dedans, c'est qu'il faut garder la confiance. Il faut que les autres aient confiance en nous. La confiance, c'est comme une allumette, hein? Ça allume une fois. Dès que j'aurais perdu la confiance en quelqu'un, en quelque chose d'autre, c'est très difficile à gagner. Puis pour garder la confiance, il y a deux qualités. Il faut montrer de l'honnêteté, il faut montrer de la compétence. On va montrer de l'honnêteté quand on va être capable de dire « j'ai fait une erreur ». Maintenant, voici comment on peut régler cette erreur-là, donc la compétence. Quand on reconnaît de l'honnêteté et la compétence chez des gens, on va garder ce lien. Mais sinon, ça va être catastrophique. Ce qu'on remarque de notre côté, en tant qu'assureur, on reçoit donc ces appels-là où parfois l'erreur est survenue, mais parfois aussi, ce qu'on nous dit, c'est présentement, je me sens paralysée dans mon travail parce que j'ai peur de faire une erreur. J'en ai pas fait, mais j'ai peur parce qu'aujourd'hui, les actes que j'ai à faire euh, nécessitent donc peut-être une plus grande, comment je peux dire, un saut un peu dans le vide où on prend une décision et notre décision peut avoir un impact important. Donc, il y a cette partie donc dans le travail de nos professionnels qui fait que cette peur-là, comment on fait lorsqu'elle est là? On n'a pas fait d'erreur encore, mais elle est là tous les jours. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi Ouais. nos outils? Oh mon Dieu, ça c'est que, bon, il y en aura toujours du stress. On le sait dans ce qu'on fait. Moi, je vous dirais qu'il faut apprendre à pas être parfait. Souvent, on va remarquer ça quand on travaille avec des gens qui ont subi des burn-out et tout ça. Il faut apprendre à pas être parfait. Donc, puis il faut apprendre à se pardonner si on fait une erreur. Ça, c'est extrêmement important. On sait que de nos jours, c'est facile de faire des erreurs. On est submergé par des messages de toutes sortes, que ce soit par l'Internet ou autre. On voit maintenant que des connaissances se multiplient et de voyages extrêmement rapidement. On peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Alors, il faut apprendre qu'on a une capacité limite. Puis il faut demander de l'aide s'il faut. Mais c'est certain qu'il y a toujours des sources d'erreurs dans tout ce qu'on fait. Surtout, évidemment, pour dire, prescrire des médicaments qui sont pas corrects ou qui sont trop forts. C'est certain que c'est des jolis problèmes. Alors, l'individu doit apprendre à avoir confiance en lui et développer cette confiance auprès des autres. Il faut aussi apprendre à reconnaître dans notre travail le bien-être, à être engagé. On fait un travail parce qu'on y croit, pas parce que c'est une fin en soi. Ça, c'est important. Si c'est une fin en soi, la moindre erreur devient catastrophique au niveau de notre ego. Je comprends donc que la notion d'être capable de nommer ses émotions, l'importance d'avoir une équipe ou un entourage qui soutient également, dans le fond, dans notre travail, de ne pas rester seul avec cette inquiétude. Et quand on parle de ce type de stress, est-ce que le stress et l'anxiété, c'est la même chose? Oui, l'anxiété fait partie du stress. Dans les aspects négatifs, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la détresse, on va avoir l'anxiété, la dépression, qui vont faire partie des aspects négatifs. Le désengagement. À un moment donné, là, on n'en peut plus qu'on se désengage du travail, et puis on va faire moins attention à ce qu'on fait. Et puis, on a l'irritabilité et l'agressivité. Quand quelqu'un, qui, à un moment donné, avait une certaine joie de vivre, est très irritable, devient agressif, il y a des problèmes.
Ce sont les signes donc qui devraient rapidement nous allumer à donc la lumière et dit j'ai besoin d'aller consulter ou j'ai besoin d'un temps de recul. Quand on regarde, le burn-out, ça vient pas du jour au lendemain. Ça suit finalement trois étapes. La première étape, c'est que l'individu qui commence à ne plus être capable de contrôler cet élément négatif-là, qu'il n'y a pas de soutien, que l'organisation ne fournit pas, la pharmacie ne fournit pas ce qu'il faut pour faire son travail. Il va commencer à souffrir de petits problèmes d'ordre physiologique, maux de tête, problèmes de gestion. Et chose assez particulière, c'est quand on interroge ces gens-là, nous, surtout avant d'aller travailler. Après quelques jours de congé, avant d'aller travailler, là, ça va pas. Puis ils vont développer des problèmes bien souvent, ça s'appelle l'agoraphobie, la peur d'entrer sur les lieux de travail, parce que le lieu de travail devient agressif pour eux. Donc ça, c'est la première étape. Les gens vont généralement essayer de se dire, c'est pas normal, ils vont se traiter avec des antipsychotiques. Il faut essayer de combattre ces symptômes-là, mais ça devient une habitude. Donc, c'est normalement que les gens ne sont pas capables de partir de la maison, ça doit avoir leur boîte tranquillisante dans leur poche. Et puis, à un moment donné, ça devient une habitude qui va amener à une troisième étape. L'individu devient tellement épuisé, tellement fatigué, tellement négatif qu'il n'est plus capable d'intervenir. Et il n'est plus capable, à ce moment-là, le médecin ou le psychologue, le psychothérapeute va leur retirer du travail, va leur demander de se retirer du travail pour se reposer. Mais une chose assez particulière qu'on remarque chez les gens qui reviennent après ça au travail après 2 mois, 3 mois, des fois c'est 1 an, c'est qu'ils vont revivre les 3 étapes à l'envers. Ils vont tourner au travail, quand fatigués, là, ça fatigue va être pas pire, ça va bien. Puis là, tout d'un coup, là, l'anxiété commence à réapparaître, mais elle dure moins longtemps. Et ça va jusqu'au premier problème de départ, de comment ça se fait que je me sens si mal, j'aime mon emploi et tout ça. Et finalement, ça finit par disparaître. Malheureusement, il y a des gens qui vont faire ça de façon cyclique. Et vous en avez pas mal connu dans votre travail qui vont faire souvent un bon burn-out, une bonne dépression. Et ils viennent au travail, 3 ans après, ils repartent encore au travail, et ainsi de suite. Avant de se rendre là, est-ce qu'il y a des outils qui sont recommandés à mettre en place? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans un milieu de travail où on sait qu'on vit systématiquement ce stress, cette anxiété, cette idée qu'on pourrait faire une erreur? Donc, mais qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui existe? Si on sait que l'augmentation de la pression va nous amener peut-être à mettre des erreurs, c'est peut-être de devenir un petit peu plus minutieux, prendre des notes. Puis aussi, gérer une période de temps où on peut relaxer, que ce soit 15 minutes à un moment donné dans l'avant-midi, où on peut dire, le pharmacien peut dire, surtout, mais souvent les pharmaciens sont toujours debout, ils ont mal au crâne à un moment donné. Donc, aller relaxer, aller s'asseoir pendant 15 minutes, c'est sûr que s'il n'y a pas d'emplacement, mais là, ça devient un problème, mais au moins, à un moment donné, prendre un moment de repos face à ça. Faut que les gens changent leur niveau de vie, puis apprennent à gérer leur agenda. De réserver aussi des moments dans leur vie pour aller faire de l'exercice, faire du sport, faire de la lecture, peu importe. Et pas parce qu'on le mérite. Moi, j'ai souvent vu des gens qui ont dit « j'ai travaillé fort aujourd'hui, donc je vais aller faire du sport. » Si t'as pas te récompenser, tu vas aller en faire. Ou encore « là, en fin de semaine, j'ai travaillé fort cette semaine, je vais aller voir un film. » Est-ce que tu vas aller voir le film ou c'est juste pour récompenser? On fait ce qu'on veut à ce moment-là. Et c'est pas une récompense. Donc, de l'inclure, ce n'est pas une récompense, c'est vraiment un bien-être. Un bien-être, oui. Dans un laboratoire de pharmacie, il y a souvent donc un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous recommanderiez? On a délégué, si on peut, toujours dans la mesure du possible de notre ordre professionnel. Mais après, on a délégué des tâches que d'autres peuvent faire, qui vont nous libérer un peu et qui vont pas à l'encontre de ce qui est dans l'ordre professionnel. Consulter. C'est vraiment important. Ce qui va éviter aussi de développer des conflits dans l'équipe de travail parce que les gens ne se sentent pas consultés puis vous prenez des décisions sans les regarder. Et quand on regarde l'équipe de travail, on va parler de climat psychologique de travail. Et puis, c'est ça, s'entourer de gens aussi avec lesquels on va pouvoir bien travailler. Ça se peut que dans une équipe, les gens, la nature humaine est ainsi, il y a des gens avec lesquels tu sais, de travailler en équipe. Ça, c'est développé. Je vous dirais développer, c'est pas toujours facile parce qu'il y a des gens qui sont pas capables de déléguer. Créer une équipe qui peut être solide, soudée et qui s'entraide. Créer ce climat de confiance, d'ouverture, de dialogue. C'est ça. Puis de consultation
l'information circule, puis qu'elle circule de façon descendante et ascendante aussi. Et vous parlez aussi plutôt des notes. Donc, nous, on le dit aussi, c'est une recommandation qu'on fait régulièrement, l'importance de prendre des notes et en fait, de se créer un aide-mémoire ou un rappel de ce qu'on a fait et qui nous permet justement de peut-être revenir et de se faire confiance sur notre jugement. Effectivement. Et vous parlez au début aussi du côté positif du stress. Donc, j'aimerais quand même aussi qu'on aborde ce côté-là. Comment on peut voir justement, je vais réutiliser le même mot, donc, ce stress, comment est-ce qu'on peut donc l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben, c'est bien simple, c'est d'être capable de faire une tâche dans laquelle on va être serein, donc qui nous plaît, que l'on aime, qu'on va être engagé ici, et dans lequel aussi on va être capable de faire régner l'harmonie sociale avec les autres. C'est-à-dire les dictateurs ou quoi que ce soit, là, ils se sentent peut-être bien, mais ils ne restent pas longtemps comme ça dans un état de bien-être aussi élevé. Alors, on va essayer d'avoir des bonnes interactions avec les patients aussi. Savoir que le patient n'est pas un professionnel, il peut vous poser des questions qui ont peut-être l'air stupides, mais c'est beaucoup plus, faut pas oublier que c'est beaucoup plus la perception que l'on a de la réalité que la réalité elle-même. Donc, ce que je comprends, vous corrigez-moi si je me trompe. Donc, l'idée, donc, derrière être capable d'utiliser ce stress de manière positive, c'est de se rappeler que le stress peut être positif et peut nous amener du bien-être si Ouais. dans la tâche qu'on fait, on est bien et qu'on retire finalement cette fierté-là. Et lorsqu'on arrête de retrouver cette fierté-là ou lorsque la tâche devient finalement sans valeur ajoutée pour nous en tant qu'individus, c'est là où le stress, probablement, donc on ne peut plus le transformer en positif. Donc, c'est important de quand même s'écouter. Et lorsque vous parlez de remise en question, c'est qu'il y a des moments où c'est vrai que ça vaut la peine de faire la coupure pour aller mieux. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on ne reviendra pas à la carrière qu'on a commencée, mais Non. ça se peut qu'on ait à se poser la question sur est-ce que ça répond vraiment à mon besoin? Ouais, Et si ça le répond, si normalement ça répond à notre besoin, mais qu'on est fatigué, ça peut être temporaire aussi, ce besoin d'arrêt. Ouais, puis on va aller chercher de l'aide, se remettre en question, soit en psychothérapie ou autre, là. Mais pour se remettre d'action, puis changer notre vie, notre méthode. Une autre chose qu'on a observé, c'est des gens qui se sont rendus jusqu'au bout, pas du bout, au burn-out, mettons, ou à la dépression, et qui vont commencer, puis ils partent avec de bonnes habitudes, gérer leur temps, donc aller chercher du soutien dans leur milieu et tout ça. Après quelques temps, ils reviennent dans leurs vieilles habitudes parce que ça va bien. Ils viennent dans leurs vieilles habitudes, et comme je disais tout à l'heure, ils vont retomber encore en burn-out. D'où l'importance d'avoir cette équipe-là qui, si elle est bien montée, si on est bien entouré, on a cette capacité de maintenir des bonnes habitudes plus longtemps, j'imagine. Et avoir un bon climat de travail, parce qu'on a remarqué que les climats de travail malsains conduisent à des problèmes de santé psychologique. Donc, avoir un bon climat de travail, une bonne entente entre équipes. Puis cette entente-là, elle se cultive. Hein? Je disais tout à l'heure, il faut renforcer aussi les gens avec qui on travaille. Il ne suffit pas de dire, c'est des adultes, on n'a pas besoin de nous dire quand je fais bien du travail, je fais du bon travail. Non, on a besoin comme tout le monde. Donc, et ça renforce non seulement le lien que vous avez avec eux autres, mais ça renforce aussi votre propre ego de cette façon de faire. Là. Donc, le positif entraîne le positif, un peu. Donc, ce que je voulais un peu aborder aujourd'hui, je pense qu'on l'a fait. Donc, l'idée de dire c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est naturel et normal, le stress au travail. On n'oublie jamais qu'il y a des ressources externes et que c'est important d'y faire appel lorsqu'on commence à avoir des signaux d'alarme pour soi-même, qu'on peut voir le stress comme étant quelque chose de positif qui nous amène à nous améliorer et à continuer à performer dans notre travail. Ouais.
et à quel point le climat, donc aussi avec les gens dans notre environnement quotidien, va avoir un impact. Pas oublier en tant qu'individu de prendre soin de soi. Ouais, Aussi, à l'extérieur du travail, ça a un impact avec notre capacité à effectuer nos tâches. Donc, c'est bien ce que j'ai fait le tour de ce qu'on a parlé. Ça ressemble à ouais. ça? Oui, en fait, je retrouve effectivement. C'est ça, on vit tout du stress, puis l'Organisation mondiale de la santé Mhm. définit la santé comme étant un état complet de bien-être et pas simplement l'absence de maladie. Magnifique. On remercie Luc Brunet pour toutes ces informations qu'il a partagées avec nous. Ce balado est une présentation du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il me fait plaisir d'être là avec vous. Je tiens à vous rappeler également l'existence du service Brio qui vous est offert par le FARPOC lorsque vous nous déclarez une erreur. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour nous poser des questions à ce sujet. Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Je m'appelle Carmina Magagna Lima et on se retrouve pour un prochain épisode.